Voilà, j'ai le plaisir de vous présenter Patrick Chaper-Gojal, qui est artiste, qui vit dans le sud de la France, mais avant de s'être établi dans le sud de la France, il a commencé par faire des études à l'école des Beaux-Arts de Perpignan. Et puis, très rapidement, il a eu la chance de travailler avec une galerie en Suède, où il est même parti s'installer, c'est ce que tu nous as dit tout à l'heure, s'installer en Suède. Et à partir de cela, il a maintenant d'autres galeries à travers le monde. Donc, Patrick, c'est difficile de te classer parce que tu es peintre, sculpteur, tu fais du dessin aussi beaucoup. Et en fait, souvent, quand on parle de toi, les mots qui reviennent bien souvent, c'est inventeur, bricoleur, aventurier. Donc ça fait partie de façon de te caractériser. Et donc maintenant, tu t'es réinstallé dans le sud de la France et ton contact avec les collectionneurs passe aussi bien par tes galeristes que par les collectionneurs qui rentrent dans ton atelier. Et donc c'est à cette double entrée qu'on aimerait bien que tu développes cette relation avec le collectionneur. Oui, pour reprendre un petit peu ce que vous disiez, je suis plutôt plasticien en fait, puisque je fais aussi de la photo. Là, je travaille actuellement sur une installation. L'idée, c'est de travailler sur des tas de choses différentes, de se faire plaisir et de ne pas avoir de limites dans le travail. Le rapport au collectionneur, bien sûr, pour l'artiste est indispensable, puisque c'est lui qui nous fait vivre avec le galeriste, bien entendu. C'est le couple qui sous-tend notre avenir. Le problème de l'artiste, c'est souvent l'argent. Donc l'argent, il vient des ventes, et les ventes se font à travers les galeristes et les collectionneurs qui nous soutiennent régulièrement. C'est vrai que je suis parti assez jeune habiter en Suède et là très vite je suis rentré dans une très bonne galerie qui m'a présenté ses collectionneurs et qui ont fait l'acquisition de mes travaux. J'ai donc commencé à rencontrer des gens que je ne connaissais pas. Ça m'a permis de rentrer dans ce monde merveilleux et 5 ans après avoir quitté la Suède, donc je suis rentré en France. Et il m'a semblé indispensable de tisser des relations avec justement ces gens qui s'intéressent à mon travail. Ce que j'ai fait immédiatement à travers bien sûr les galeristes et les gens qui m'étaient présentés à travers les galeries et les amis de mes amis qui sont aussi devenus des collectionneurs. À tel point qu'avec le temps, je suis allé plus loin dans l'organisation de ma vie, à savoir que j'ai construit une maison pratiquement pour ça. J'ai construit une maison atelier qui possède aussi des chambres pour éventuellement accueillir des visiteurs qui viennent de loin, puisque j'habite dans le sud et j'ai des gens qui viennent de l'étranger, qui viennent de Paris, visiter mon atelier, à la fois collectionneur et parfois galeriste ou marchand. Et à partir de là, donc, j'ai mis en place toute une relation qui est devenue extraordinaire, puisque j'y prends beaucoup de plaisir, c'est un fait. Je suis quelqu'un d'assez ouvert, d'assez bavard, donc j'aime bien échanger, j'aime bien partager ce que je fais avec d'autres, j'aime bien avoir de grandes discussions sur le travail, sur ce qui est présenté aux gens. Donc cette notion d'échange est très importante pour moi et me fait bien sûr évoluer. Donc à partir de là, je reçois régulièrement du monde, j'organise des repas, j'organise des rencontres aussi, puisque il m'intéresse de faire rencontrer les collectionneurs entre eux. Beaucoup de mes collectionneurs sont aussi devenus des amis très proches maintenant. J'en suis même arrivé au point que j'ai plus d'amis collectionneurs dans mon cercle d'amis que d'amis tout court. Ils ont pris un petit peu le dessus quelque part, c'est assez intéressant. Il y a aussi cette dualité donc, entre à la fois les collectionneurs qui proviennent du milieu des galeristes et ceux que j'ai moi-même rencontrés avec le temps. Ça c'est un petit peu le fait du hasard, effectivement. Donc il y a toujours Alors collectionneur, qu'est-ce que ça veut dire? À partir de quand est-on collectionneur? C'est peut-être une question qu'on peut poser à Michel. À partir de quand on est collectionneur? Il y a une formule que j'aime bien, qui est de Antoine de Galbert, que vous connaissez peut-être, qui est le fondateur de la Maison Rouge, un lieu privé d'exposition à Paris. Et il dit qu'on devient collectionneur quand on achète la première œuvre qu'on ne peut plus installer dans son lieu de résidence. Alors c'est un peu particulier.
au sens où Louis XV, habitant Versailles, aurait du mal à tout remplir, donc il n'aurait pas été collectionneur avant longtemps, et que l'étudiant qui vit dans un studio le devient très rapidement. Alors c'est une boutade, mais vous savez, je ne sais pas, je pense qu'à la deuxième œuvre, on commence à faire une suite, et dès l'instant où on fait une suite, on devient collectionneur. J'étais chez des amis collectionneurs dans une très grande maison à Genève, qui avait de très très grands placards sur les murs. Ils avaient même un grand couloir de 25 mètres de long avec des grandes pièces de 4 mètres sur 3. Et en buvant un coup avec eux, je leur dis, mais vous qui êtes collectionneur? Ils me disent, ah non, non, on n'est pas collectionneur. Donc je dis, ah bon? Et j'aurais posé la même question, à partir de quand on est collectionneur? Ils vont dire, on est collectionneur quand on n'a plus de place sur les murs et qu'on commence à les mettre sous le lit. Voilà. Donc j'ai autour de moi des tas de gens différents, petits collectionneurs, des gens qui viennent de temps en temps m'acheter des pièces avec des petits moyens, avec quelques centaines d'euros, et d'autres qui m'achètent des plus grandes pièces et qui me soutiennent. Donc ceux-là je parle là de gens qui sont dans mes réseaux privés, donc des réseaux que j'ai réussi à développer avec le temps, à travers, comme je le disais, des relations amicales, de gens que j'ai rencontrés, bien sûr en sortant beaucoup, en allant dans les vernissages, dans les grandes expositions, en étant très attentif. C'est un travail de relationnel très très important. Ce ne sont pas des choses qui se font toutes seules. Ce n'est pas en restant dans son atelier que cela peut se générer. Donc je suis très actif à ce niveau-là. D'autant plus que je vis en province, que c'est beaucoup plus difficile. C'est plus facile pour un artiste parisien ou un artiste qui habite dans une très grande métropole, qui sera très vite sollicité et qui aura autour de lui très vite des gens avec qui il pourra échanger et des collectionneurs qu'il pourra rencontrer. Moi je vis dans un endroit, c'est un petit peu un bout du monde, hein. Moi j'habite dans une station balnéaire où il y a très peu d'habitants, il y a un petit peu de passage l'été, les petites villes d'à côté sont toutes petites, c'est Narbonne et Perpignan, donc j'y ai beaucoup de contacts, mais c'est vraiment pas suffisant. Donc c'est un énorme travail relationnel qu'il faut entretenir, qui me prend d'ailleurs beaucoup de mon temps sur mon temps de création, mais ça je pense que c'est le lot de beaucoup d'artistes contemporains de nos jours. Ils passent beaucoup de temps en relations publiques et en communication. Quoi dire d'autre à partir de là que le collectionneur, de toute façon, c'est le nerf de la guerre. Sans le collectionneur, on est mort. Donc le collectionneur, c'est lui qui nous fait vivre. Et à chaque fois qu'il achète une œuvre ou qu'il participe, c'est, comme le disait notre ami galeriste, c'est du mécénat. C'est-à-dire qu'il amène une pièce à l'édifice et chaque achat contribue à payer à la limite ce qui reste derrière, qui ne sera jamais vendu, ce avec quoi il part et ce que l'artiste fera demain. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important. Alors tout à l'heure, vous parliez de relations très conviviales avec vos collectionneurs, donc ils sont devenus même des amis, mais en même temps, il n'en reste pas moins qu'il y a quand même des relations financières aussi entre les deux. Donc comment ça se passe? Parce que est-ce que vos galeries vous laissent la possibilité de vendre dans l'atelier? Et est-ce que les amis collectionneurs maintenant n'ont pas tendance à marchander un petit peu, à essayer d'avoir des prix plus intéressants? Comment ça se passe sur le plan vraiment financier? Non, sur le plan financier, je suis très respectueux des règles, donc j'arrange un petit peu les amis, ça va de soi, mais ça reste tout à fait décent. Les galeristes le savent et donc sont entièrement d'accord. Il m'arrive même de recevoir des clients des galeries, puisque j'ai des galeries qui sont toutes très loin de chez moi. Donc pour des raisons de facilité, ils m'envoient des clients à eux, leurs collectionneurs, et que je reçois et à qui je montre le travail et même à qui je vends des pièces, avec qui je m'arrange ensuite avec la galerie. Donc ça fait partie du travail aussi de l'artiste, donc qui est peut-être plus le travail du galeriste, mais il faut travailler en toute intelligence. L'époque est différente de ce qu'elle était il y a une vingtaine d'années, donc il faut adapter, je pense, nos façons de communiquer, de travailler, de vendre. Donc ça, je le fais en toute intelligence avec le galeriste, et je pense que beaucoup de galeristes travaillent comme ça avec leurs artistes, dans la mesure où il n'y a pas de souci. On parlait aussi de l'aspect financier, c'est aussi quelque chose de très important, c'est que des gens qui vous suivent, comme l'on dit, et qui ont des moyens, peuvent aussi à un moment donné un peu vous sauver la vie, c'est-à-dire que dans des périodes un peu difficiles, ils peuvent se manifester et comprendre que l'affaire est un peu complexe, et à travers un bel achat, vous sauver la mise et vous remettre un petit peu sur les rails.
puisque la vie d'artiste est quand même très complexe, même si on peut gagner sa vie en vendant des œuvres d'art. C'est un caractère extrêmement aléatoire. On n'a pas de vision sur le lendemain, à moins d'avoir une trésorerie, ce qui est quand même très délicat et très difficile à faire. Donc le collectionneur, c'est aussi la personne qui peut être sollicitée ou qui comprendra à un moment donné que l'artiste a besoin d'être aidé. Puis aussi, c'est la personne qui aidera à financer des projets. Puisque tout ça coûte beaucoup d'argent. Donc, à un moment donné, il y a des choses que l'artiste a envie de faire et qu'il n'arrive pas à réaliser. Et c'est cette tierce personne qui peut être aussi amenée par une galerie, bien entendu, et qui va aider par un achat ou par un préachat, aider à développer une nouvelle facette du travail de l'artiste qui serait peut-être restée éternellement dans des cartons et qui n'aurait jamais vu le jour. Alors ça, c'est important parce qu'avec Michel, on en parle souvent du collectionneur engagé, c'est-à-dire celui qui soutient vraiment l'artiste, pas seulement acheter des œuvres parce qu'il a envie d'avoir ses œuvres chez lui, mais aussi parce qu'il a une vraie relation avec l'artiste et qu'il a envie de l'aider. Comme vous disiez tout à l'heure, à un moment où la passe est plus difficile, il peut lui tendre la main ou l'aider particulièrement. Et ça, c'est une chose aussi qu'on avait remarqué avec Didier dans l'étude qui avait été faite sur les collectionneurs, où on s'aperçoit que maintenant, les collectionneurs sont vraiment des gens qui viennent pour soutenir l'artiste. Ouais. Ils veulent participer. Je pense. Ça, c'est très important et je trouve que c'est une belle ouverture que de permettre à des collectionneurs justement au-delà de rentrer dans l'atelier, mais aussi de participer à l'œuvre en discutant, en finançant, en voyant sa genèse. Je pense que les gens sont de plus en plus demandeurs. C'est vrai que moi, vu que j'ai commencé jeune, ça fait longtemps que je suis dans cette activité donc, et dans le fait de vendre des œuvres d'art. Et j'ai vu le marché évoluer en 25-30 ans, en 30 ans, oui, maintenant. Et j'ai senti cette façon qu'ont les gens de changer et de s'intéresser plus, de vouloir s'impliquer plus, de participer, d'y mettre un petit peu les mains quelque part. Et ça, personnellement, je trouve ça très intéressant et très prometteur. Donc n'hésitez pas, surtout, laissez-vous aller. Est-ce que vous avez des questions? Parce qu'on parle entre nous, mais ça serait bien que vous puissiez nous donner votre impression, votre opinion sur cette relation avec le monde de l'art, avec l'artiste. Parce qu'on a vu tout à l'heure des intermédiaires, mais là, vous êtes en prise directe avec celui qui va créer. Raphaël, puisqu'on a le plaisir d'avoir un très jeune artiste, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur ce qui a été dit? Raphaël Denis est un jeune artiste de la Grande Galerie Vincent Sator et il montre des choses très étonnantes, vraiment un grand plaisir de les voir. Je t'écoute. Hein. Je crois que j'ai rien à dire de plus que ce que j'ai entendu. C'était assez complet. Enfin, il me semble. Hein. J'ai pas de questions à poser. Non, je me couche. Je n'ai pas de questions à poser. Alors. Mais c'était très complet ce que tu disais justement sur la relation qu'on doit entretenir avec le collectionneur, qui parfois est un ami, quelqu'un avec qui on va échanger niveau culturel, par exemple. C'est un soutien. Il faut qu'il y ait de la confiance. Je ne parle pas qu'il faut qu'il y ait du soutien, mais il faut qu'il y ait de la confiance en tout cas, même dans tous les rapports humains en fait. C'est juste des rapports humains de toute manière. Il faut qu'il y ait cette confiance. Et voilà, je m'arrêterai là. Voilà. Moi j'aurais un bémol au sens où ce qui intéresse l'amateur, c'est l'œuvre. On peut imaginer que l'on est devant une œuvre qui nous transporte et que derrière cette œuvre, il y ait un artiste particulièrement inintéressant. Je n'ai pas d'exemple particulier, mais pourtant l'œuvre vaut la peine. Et j'ai souvent dit ou écrit quand on me demandait quelque chose que je n'aime pas connaître les artistes, mais j'en connais. La preuve, c'est que j'en connais au moins deux.
mais j'aime pas connaître les artistes parce que leur personnalité peut m'influencer positivement parce qu'ils sont, comme les deux qui sont là, très agréables et très conviviales, qui dégagent une forte empathie, mais ils peuvent être désagréables. Il y en a qui sont particulièrement insupportables. Or, leur œuvre, leur travail est intéressant. Donc, quand je ne les connais pas, au moins, je me porte bien. On va demander à un collectionneur de nous donner... C'est bien avec Stéphane parce qu'il peut répondre et agir sur aussi poser tous des les questions. points. Non, mais justement, j'avais déjà envie de le dire tout à l'heure, c'est toujours quelque chose qui me surprend beaucoup quand les collectionneurs disent qu'ils ne veulent pas rencontrer les artistes. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que moi, personnellement, d'après ce que j'ai observé, il n'y a aucune différence entre les artistes et leur travail. Pour moi, c'est exactement la même chose. Et souvent, ce que tu dirais là, c'est qu'on reproche aux artistes d'être dans la vie ce qu'on admire dans leur travail. Par exemple, moi, quand j'avais ma galerie, un immense artiste avec qui je travaillais, un artiste du Nord d'ailleurs, qui est paranoïaque, il fait un travail de paranoïaque. On ne peut pas lui reprocher d'être paranoïaque. J'aime son travail de paranoïaque, je ne peux pas lui reprocher d'être paranoïaque, ça n'aurait pas de sens. Mais au-delà de ça, c'est vrai que si c'est les œuvres évidemment qui comptent, comme je le dis souvent, en tant qu'amateur d'art, mes pas me portent plutôt vers le Louvre. Parce que, bon, Raphaël est sans doute un excellent artiste, mais Raphaël tout court en est aussi un pas mal, et puis aussi Vermeer, et puis aussi Velázquez, et puis aussi plein. Hein. Donc, si on est un amateur d'art, des œuvres qui nous rassasient, c'est assez facile d'en trouver. Pour moi, le seul intérêt de se consacrer à l'art contemporain, c'est justement de pouvoir avoir accès à ces individus qui sont derrière ces œuvres. Et moi, ce qui me fascine, c'est d'essayer de me dire comment ce type, qui a l'air à peu près comme moi, qui parle à peu près la même langue que moi, etc., comment est-ce qu'il peut faire des choses qui me fascinent autant et qui me paraissent aussi inaccessibles et que moi, je serais incapable de faire. Je pense que souvent, la réticence de certains collectionneurs à rencontrer les artistes vient de quelque chose que je connais bien, parce que moi-même, je suis autodidacte, c'est qu'ils pensent qu'il faut parler avec les artistes de leur travail, ce qui est une erreur fatale. Moi, je pense que, je passe par mes vacances avec des artistes, mais on ne parle absolument jamais de leur travail. En fait, on en parle tout le temps. Les artistes ne parlent que de leur travail. Quand tu parles de bouffe, quand tu parles de filles, quand tu parles de n'importe quoi avec un artiste, il donne des indices extrêmement intéressants sur son travail. Mais moi, personnellement, ça m'arrive jamais de dire à un artiste: ah oui, mais en fait, dans ta dernière expo, il y avait ça, je me suis bien demandé pourquoi tu avais fait ça comme ça, etc. Tout simplement parce que le point de vue de l'artiste sur son travail est un point de vue qui est intéressant, qui est une lumière supplémentaire, mais par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur le plaisir de ne pas comprendre, je pense que l'artiste est le premier à ne pas comprendre ce qu'il fait. Et je pense que ce qu'il dit sur son travail n'est qu'un son de cloche parmi d'autres. Personnellement, je voulais intervenir par rapport à Patrick, parce que voilà, j'ai été galériste pendant 18 ans dans le sud de la France, et à un moment donné, Patrick souhaitait exposer dans ma galerie. Et là, on était dans un petit problème de territoire. C'est-à-dire, je savais que Patrick, moi j'avais ma galerie à Pézenas, j'étais dans un très beau lieu, et je savais que Patrick était pas loin, hein, la franquie Pézenas, c'était quelques kilomètres. Et en fait, il me faisait peur parce que j'avais capté qu'il était quelqu'un d'extrêmement indépendant. Donc je pensais qu'on ne pouvait pas faire une exposition ensemble, parce que forcément, il allait tout de suite récupérer les clients. Et en fait, je me suis aperçu avec le temps que c'était une connerie, c'est-à-dire qu'on aurait dû mieux discuter et qu'il aurait peut-être fait un projet un peu intéressant. Et ça, c'est une des grandes qualités qu'il a, parce qu'en fait, dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il a exprimé, c'est en même temps un chef d'entreprise. Voilà, et récemment, ça j'ai trouvé ça assez extraordinaire, il a organisé une très belle expo à Paris et il a fait venir ses différents galéristes, et chaque galériste avec lesquels il travaille, il a concocté une soirée avec chacun. Ce qui fait que la galeriste qui est dans la montagne, elle a organisé une soirée avec Patrick pour présenter ses œuvres, et c'était la soirée de la galerie avec l'artiste. Donc c'est des idées très, très intéressantes. C'est aussi pour ça d'ailleurs que je l'ai fait venir. Il a été un des artisans de la construction et d'évolution de la foire, et donc je tenais absolument à exprimer ça. Au-delà de la situation de Patrick Chaper-Gojal,
Il y a un autre élément. La France est un pays, on va dans quelques minutes écouter Sophie Lévy sur le thème les collectionneurs et l'institution, mais la France est un pays un peu étonnant où les branches de la culture sont gérées d'une manière sensiblement différente. Si vous êtes un artiste du théâtre ou du cinéma, ou du cinéma pour prendre cet exemple, ça sera plus simple, lorsque le film repasse à la télévision, l'artiste va toucher une certaine somme pour cette rediffusion, comme c'est le cas des chanteurs. Lorsqu'un artiste va mettre dans un lieu public une œuvre, il ne touchera rien. Lorsqu'un comédien ne travaille pas, il n'a pas de scène ou de place au cinéma, j'arrive plus à trouver le mot, de spectacle à réaliser, à faire, de rôle, voilà, merci, j'ai retrouvé, qu'il n'a pas de rôle, eh bien, il va toucher, vous le savez, puisque la moitié du temps, ils sont en grève, il va toucher au titre de l'ACEDIC des sommes d'argent. Un artiste plasticien, il aura zéro. Alors, c'est aussi, faut le noter, peut-être qu'il y aura une évolution et que cette évolution sera tout à fait positive pour les artistes plasticiens. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on remercie Patrick? Oui, Sophie. Non, j'avais une question Est-ce que ça vous arrive d'aller voir ou d'installer vous-même vos œuvres chez les collectionneurs, de regarder la manière dont elle va interagir avec son lieu de vie? Ça, c'est la première. Et la deuxième, est-ce que ça vous est arrivé de refuser? Alors, pour les galeries, elles ont des techniques assez bien à elles pour refuser de vendre ou pour éviter de vendre à quelqu'un. Mais est-ce que ça vous est déjà arrivé de pas... De la même manière, Michel disait, moi, j'aime pas, il y a certains artistes que je préférais ne pas connaître. Peut-être que vous, il y a certains collectionneurs que vous préféreriez ne pas connaître. Oui, alors pour la deuxième question, ça m'est arrivé il y a environ 3 ans. En plus, j'étais dans une période financière un peu grave. Et j'ai refusé la vente de deux très grosses pièces à quelqu'un qui ça le faisait pas, comme disaient les jeunes, quoi. Donc j'ai préféré refuser la vente. Je me suis payé ce luxe et j'en suis très très heureux. Bon, ça m'est pas arrivé souvent, je dois quand même vous l'avouer. Mais donc on a quand même cette liberté et puis après tout on fait ce qu'on veut. Pour ce qui est d'installer des pièces, ben oui, ça m'arrive d'aller installer quand c'est des grandes choses ou c'est un peu compliqué. Puis il y a aussi ce bonheur de voir un peu comment ça va vivre chez les gens, parce que je suis toujours un peu curieux de voir comment ça vit quand c'est pas moi qui l'installe et que je sais où la pièce va. Je me fais envoyer une photo parfois de voir où ils l'ont installé, voir un peu comment ils vivent avec. Je reste très attaché à tout ça, je suis un petit peu sentimental certainement. Mais c'est vrai que je m'arrive souvent de l'installer des pièces quand c'est des grandes choses. Donc je vois avec les gens, ça donne lieu à des situations intéressantes, des discussions, les gens qui s'entendent pas dans le couple, qui veulent là, pas là. Et puis voilà, les trous qui vont pas, le collectionneur pénible qui va vouloir que toutes les chevilles soient identiques, toutes les vis identiques, il faut tout aspirer en partant. J'ai eu des tas de situations extrêmement complexes qui m'ont fait beaucoup transpirer. Voilà. Mais bon, je m'en suis toujours bien tiré. D'autres questions? Alors, je voudrais poser une question pour renchérir à ce que disait Michel Poitvin tout à l'heure. C'est que, par exemple, pour être souvent allé dans les pays nordiques, on rentre dans une galerie ou dans un lieu d'art, on paye en tant que spectateur, enfin en tant que visiteur, souvent. Enfin, j'ai souvent remarqué ça. Et que ça soit au Danemark, que ça soit en Norvège, en Suède. Je l'ai souvent vécu. Alors je me pose la question vraiment, pourquoi en France ce mode d'approche n'est pas possible? Parce qu'en France, c'est vrai qu'on paye pour écouter un concert, quelqu'un qui se donne en spectacle, mais on ne conçoit pas de payer pour voir en fait. Dès que c'est des arts visuels ou plastiques.
Est-ce que vous, qui avez vécu en Suède, par exemple, assez longtemps, vous avez été sensible à cette approche-là? À moins que ça ait changé depuis quelques mois, mais jusqu'à présent, les galeries, c'était exactement comme en France, à mon souvenir. Elles n'étaient absolument pas payantes. Il y a peut-être des lieux, des Kunsthaus, des lieux d'art, où bien sûr l'entrée était payante, mais ce sont des tarifs assez bas, puisqu'on est très proche du peuple en Suède. Mais les galeries sont gratuites comme en France, et ça se passe exactement comme chez nous. En fait, moi j'ai visité des lieux, c'est vrai, peut-être qui étaient plutôt privés alors. Hein, Oui, où certainement. même le vernissage était payant. Oui. Ça, j'ai jamais connu. Et à Copenhague aussi. C'est pour Ouais, ça que mais je vous bon, pose la question, parce que c'est vrai que même la Copenhague, je connais bien, parce que j'habitais en fait à Malmö, juste en Ouais. face de Copenhague, donc j'étais assez souvent et je n'ai pas ce souvenir. Mais bon, c'est D'accord. peut-être une piste à gratter. Il faudra en parler à notre galeriste. Ouais. Faire payer l'entrée des galeries ou du vernissage peut-être, le pot vernissage, ça peut être une bonne solution. Mais j'avais trouvé ça. C'est une formule que je trouve intéressante aussi parce que c'est vrai que l'artiste plasticien, après, comme vous dites, il n'est pas rémunéré directement. Oui, mais il y a aussi la notion d'échange. Je veux dire, quand on fait un vernissage, quand un galeriste organise une exposition, on est là, c'est un moment de rencontre, d'osmose, de plaisir. C'est une fête, donc on ne va pas le demander de l'argent aux gens en ce moment-là, quoi. C'est plutôt un moment de convivialité. Et je pense qu'il faut le garder. Oui, pour rebondir sur ce que vous dites, il y a un lieu à Lille que je ne connaissais pas il y a 1 an et demi. C'est grâce à Art Up que je le connais. C'est la Sécu. Alors la Sécu se situe à Fives et est un lieu réduit si on le compare au LAM. Hein, mais qui n'est pas, c'est pas un musée, c'est un lieu d'exposition qui montre des artistes régionaux et qui montre l'année dernière une collection privée, celle de Nicolas Logereau, qui lui est un adepte du street art. Et cette année, il m'a fait l'immense plaisir de m'inviter et donc je montre 23 pièces, je crois, dans son lieu. Et avant d'accrocher tout cela, on l'a accroché ensemble, c'est plutôt lui qui a décidé d'ailleurs, j'étais allé au vernissage de l'exposition précédente. Et quand le vernissage était presque terminé, ils ont installé une grande table, tout le monde s'est attablé et il a vendu des tickets pour le repas. Et les gens payaient le repas. Et alors, je suis plus souvent dans les vernissages parisiens que lillois, je le reconnais. Quand j'ai vu le prix demandé par la Sécu pour un repas, une entrée, un plat, un dessert, 8 €, je me suis dit que je n'étais pas chez Kamel Menour ou chez Emmanuel Perrotin. Mais je pense qu'à un moment donné, surtout pour des jeunes galeries, faire participer d'une manière presque symbolique. Malheureusement, 8 €, c'est le prix d'un McDo. Hein, ou heureusement, j'en sais rien, malheureusement, il est peut-être de trop. Faire participer n'est pas un élément qui me semble négatif.